le décomptage, d'après mes recherches, j'ai pas vu encore ça. Le décomptage, comment? Bon, j'ai vu que le ministère, ou je sais pas, on a fait appel à un consultant pour pouvoir suivre la production sur le site. Donc, forcément, peut-être que ça va se faire. Il y a des logiciels qui permettent d'avoir une visibilité sur ce qui se fait. Parce qu'il ne faut pas, comme tu dis, ce qui est arrivé dans d'autres pays dont je ne veux pas citer le nom, qui puisent les hydrocarbures, qui les amènent à destination, qui vérifient après te disent que oui, on a produit tel. Ça, c'est extrêmement grave et ça continue à se faire en Afrique. Donc, juste pour dire que le Sénégal a de bons cadres, mais n'a pas tout verrouillé pour qu'on puisse pleinement en bénéficier. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur les différents réseaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la clochette en bas pour être notifié à chaque nouvel épisode. Donc, je suis super reconnaissant à toutes les personnes qui nous suivent. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir sur le cercle mon cher ami Mapate Sow, qui est le fondateur du site d'information autour du pétrole et du gaz dénommé ornoirafricain.com et aussi le CEO du War Consulting. Mapate, bienvenue au cercle. Bon, en tout cas, merci Habib. C'est une lacune. Hein. Non, t'inquiète. Je suis très content aujourd'hui d'être parmi les invités de ce podcast, qui est vraiment un cercle d'influence qui permet à toute une génération de s'inspirer de ce que nous savons faire. Quand je parle de ce que nous savons faire, c'est que en Afrique, on a quand même des idoles. On peut ne pas aller voir ailleurs. Il y a pas mal de gens qui font de belles choses, qui font de bonnes choses, inspirantes, qui permettront, pourquoi pas, à tout un chacun de pouvoir prendre du bon, comment dirais-je, aussi leur permettre d'apprendre des erreurs des autres pour éviter, en tout cas au niveau du parcours entrepreneurial, de refaire les mêmes erreurs. Déjà, moi aussi, je tiens à vous féliciter pour cette très belle initiative qui va permettre, qui est une grande première, hein, d'après l'expérience que vous avez dit. Vous avez eu l'expérience en discutant avec les uns et les autres, et que chaque personne avait tellement de ressources qu'il pouvait partager avec l'audience. Et ce partage de connaissances-là leur permettait un peu de se positionner, soit de se positionner ou bien d'évoluer dans le vie. C'est exactement comme ce que vous avez dit. Hein. C'est pour cette raison spécifique que j'ai décidé de lancer ce podcast, parce qu'à chaque fois, j'allais dans des événements, je rencontrais des personnes formidables, exceptionnelles. Et à chaque fois, je me disais, si seulement je pouvais enregistrer ce qu'on vient de dire là. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer toutes ces personnes formidables, vous y compris, de pouvoir en fait m'imprégner dans leur savoir-faire, savoir-être. C'est à la fois aussi une bénédiction, mais aussi je le fais de manière égoïste parce que j'ai envie d'apprendre. Chaque personne qui passe m'apprend de nouvelles choses. En même temps, c'est un cercle qui permet à tout le monde d'apprendre aussi. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours pour les gens? Écoutez, toi aussi tu vas nous parler un jour de toi. On est en podcast, on n'est pas une question de... Moi je suis un petit talibé, moi j'ai encore rien foutu. De toute façon, on est en podcast, on a la possibilité de dire tout ce qu'on pense. C'est pas une série de questions de réponses. Posez-moi des questions comme vous voulez. Toi aussi, il faut que tu nous dises comment tu as fait pour avoir cette idée-là. Il faut qu'on te podcast toi aussi. Ça marche. Faut que tu puisses nous dire comment tu t'es inspiré. Parce que naturellement, les gens ont besoin de savoir comment tu as fait pour mettre en place tout ça là. Parce que moi, je pense que c'est très important. Peut-être, je peux en parler. Hein. Je pense que
En fait, c'est moi qui te aujourd'hui, on switch de place, quoi. D'accord. Mais je veux dire, franchement, j'ai eu la chance formidable d'avoir des parents exceptionnels, en fait. Ma mère, elle est analphabète. Mon père aussi, il a tout appris tout seul. Il a perdu son père très jeune. Wow. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une mère, je veux dire, formidable, généreuse, qui est gentille, humaine, appréciée par tout le monde d'un côté. Et d'un autre côté aussi, j'ai eu un père qui a pris la responsabilité de la famille depuis l'âge de 7 ans, quoi. Disons, un acharné du travail. J'ai jamais vu une personne qui travaille autant que mon père. Donc, c'est ce mix des deux-là, en fait, qui a créé ce personnage que tu vois ici, quoi. Donc, depuis tout petit, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours fréquenté les personnes plus âgées que moi. Je me rappelle, mais quand j'étais à l'école coranique, on me disait Khale Magmaglo. Parce qu'à chaque fois, je fréquentais les vieux, quoi. Parce que je trouvais leur sagesse exceptionnelle. Et ça me permettait aussi de gagner en expérience. Parce que à chaque fois que je parlais avec des gens de même âge que moi, ils disaient, mais comment ça se fait que tu connais tout ça? Parce que je fréquentais telle personne. Et c'est ce cadre-là, en fait, que j'ai voulu carrer. D'abord, j'ai commencé à travers des articles. Avant, à chaque fois que je lisais un nouveau livre, à chaque fois que je découvrais une nouvelle astuce, un nouvel outil, un nouveau principe, j'avais cette hâte de le partager, quoi. Donc, j'écrivais un petit article que je publiais sur LinkedIn. Ensuite, on est passé de LinkedIn à un blog, abibsal.com, où je faisais des articles scientifiques, techniques, entrepreneuriat, mes heures, mes histoires d'amour, et ainsi de suite. Surtout, quoi, ce que j'ai appris. Il faut nous parler aussi des histoires d'amour, hein. Tout ce que j'ai appris, je voulais partager ça. On parle pas de l'histoire d'amour. Je suis là. On parle pas de ça. On a switché, hein, aujourd'hui, là. On va changer. T'as carrément switché. T'as carrément changé mon format de podcast, quoi. Bon, c'est un podcast, hein, c'est comme ça. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas de règles ici. On fait ce qu'on veut. Mais après du blogging, bon, je me suis dit, bon, assez. Je vois que les gens ici ne lisent pas trop. Je me suis dit, ok, je vais arrêter de parler. Je vais essayer de réunir le matériel nécessaire, créer un cercle, un cadre où je vais inviter des personnes inspirantes, je vais leur poser des questions pertinentes et je vais fermer ma gueule et je vais les laisser parler. Comme ça, je vais apprendre et en même temps, je partage leur savoir-faire avec les autres. Et c'est ça que ce podcast est né, quoi. C'est de cette manière que ce podcast est né. Super. Bon, en tout cas, bon, on lui souhaite bonne naissance, hein, et on va essayer de tout faire pour bien le nourrir. Merci. En tout cas, bon, on dit, machallah, bon, au papa, yal na fi yag te wér. Amin. On dit en wolof, parce que bon, quand on te voit parler, tu parles un peu avec le cœur, donc, avec la maman aussi. Donc, c'est eux qui ont fait de toi peut-être ce que tu es aujourd'hui. Jusqu'à nous donner, nous, par exemple, que ça soit toi et moi, nous sommes des personnes qui peuvent influer les autres. Donc, bon, juste pour revenir... revenons à ma question initiale. Je vais pas. On va continuer notre débat, oui, autour. J'arrête, quoi. Bon, alors, moi, comme je te dis, hein, je peux pas me définir souvent, c'est un peu compliqué. Parce que ça devient quand même prétentieux quand je parle un peu de mon parcours, qui est un peu atypique à la vôtre. J'ai commencé très tôt, hein, comme j'ai toujours eu ce flair entrepreneurial. Donc, depuis, comme je t'ai dit tantôt, en off, quand j'étais en classe de 4e, je vendais des choses à mes amis, etc. Parce que c'était le monde du blow, là. Donc, il y avait des belles choses, etc. Les gens, il n'y avait pas trop de boutiques, etc. J'ai commencé à vendre des choses. Après, plus on avançait, plus on avait l'amour, en fait, d'évoluer seul. Quand je parle d'évoluer seul, c'était pas l'idée de l'entrepreneuriat, mais on faisait de l'entrepreneuriat sans s'en rendre compte. Après, bon, on a pu vendre du lait, de l'oignon, du charbon, etc. à grande quantité.
Donc, ce qui nous a valu d'avoir une petite expérience en termes de gestion financière, même si je comprends absolument rien à la finance. C'est pas mon domaine. Finance, comptabilité, ces histoires-là, je Tu connais. faisais addition, multiplication, soustraction, division. Aussi simple que ça. Prix de revient égale prix d'achat plus frais. Donc, c'était ça mon délire. C'est ce que j'applique toujours. Alors, après ça, donc, je suis passé dans pas mal de structures, dans pas mal de boîtes. Jusqu'en 2009, que j'ai créé une petite boîte de communication, comme je t'ai dit tantôt. Après ça, plus on évoluait, plus c'est la connaissance dans certains domaines. Après, c'est le digital. Après, c'est la stratégie de communication. Après, c'est le business development. Après, c'est la formation. Après, c'est l'innovation. Après, c'est les études et les conseils pour les grandes entreprises, etc., comme la plupart de mes clients. Alors, moi, je suis un expert consultant en communication et transformation digitale. Maintenant, tout ce qui est business development aussi, on y touche, à la stratégie aussi. Et donc, en même temps, je suis formateur. Je suis aussi spécialiste, en oil and gas et énergie. C'est ça. Je ne suis pas expert. Je précise, je suis un spécialiste. C'est quoi la différence? La différence, en tout cas pour moi, un spécialiste, c'est quelqu'un qui est ancré dans un secteur, qui est spécialisé dans un secteur. Aujourd'hui, par exemple, on peut rester là à parler du secteur du oil and gas et de l'énergie jusqu'à demain. Tout ce que tu me diras, je pourrai te répondre. C'est ça un spécialiste. C'est un passionné dans un secteur. Donc, quand tu rentres dans le tas, comme on est à l'intérieur, tu découvres d'autres compétences, les consultants, les tels, jusqu'à arriver à un niveau expert. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion par rapport au pétrole et du gaz? Alors, d'où vient cette curiosité? Alors, bon, juste pour, tu me permets juste de revenir sur le parcours parce que c'est très important de le souligner. Comme j'ai l'habitude de dire, pourquoi je te donne le deadline de 2019, tu comprendras pourquoi, en fait, le pétrole. Alors, notre entreprise, War Consulting, qui a changé de nom au fur et à mesure jusqu'à avoir cette stabilité de War Consulting. Le War, c'est avec 2 A. War comme Warate, donner du conseiller quelqu'un, et Dor War comme travail dur. Donc c'est ça en fait notre slogan, c'est ça le nom de l'entreprise. Donc qui est un cabinet de consultance en affaires. Donc on travaille dans pas mal de secteurs, on a pas mal de clients dans tous les secteurs, on les conseille à être beaucoup plus productifs dans leur business development ou dans ce qu'ils font à travers des stratégies ou ce qu'on aura défini. Alors, je suis passé dans certaines entreprises. J'ai jamais, en fait, été copain avec mes supérieurs. Pourquoi? Ça, il faudrait que j'en parle. Parce que souvent, on a ce problème de complexe ici en Afrique, fait par la colonisation. Je ne dénigre pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, tout le monde sait qu'on entend parler aux États-Unis, on ne te demande pas de diplôme. On te demande ce que tu sais faire. What can you do? Ça c'est le système américain. Quand tu vas dans le système français, on te demande des diplômes. Qui nous a mis en relation. Donc, j'avais même vu un jour, parce que moi, je fais des recrutements au niveau du MEDES pour certaines entreprises en tant que consultant. Un jour, on m'a pris en photo. Ce truc-là, je l'ai vu. Un jour, un ami m'a dit, j'étais en train d'interviewer le candidat. On nous a photographié. L'autre, il a mis sur ma tête, qui vous a envoyé. L'autre dit, 3 points d'interrogation. Donc, juste pour une petite anecdote, quoi. Bon. Ici, en fait, le milieu, en fait, de l'entreprise. Déjà, en fait, le système ne nous apprend pas à entreprendre. On a un système vraiment caduc. Et ça, il faut le souligner. Tant que ça ne change, je dis pas que le système est mauvais. Parce que nous tous, on est passés par là. Même si que moi, j'ai pas voulu durer. Parce que j'avais une vision de ce que je voulais faire. Et ce qui m'attendait en termes de formation. Donc, automatiquement, j'ai quitté l'UCAO dès ma première année parce que je ne voyais pas mon compte au niveau de la formation. Parce que en fait, je suis quelqu'un qui a un peu embrassé le digital, en fait, le numérique très tôt. Très, très tôt. Donc, je suis aussi capable de faire des recherches
très rapidement et d'avoir des informations dont je veux. Je suis un autodidacte sur beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas appris à l'école. Okay. Aujourd'hui, je suis devenu un spécialiste en digital marketing, tout ce que tu veux. J'accompagne de pas mal d'entreprises. Mais tout ça là, je l'ai appris en ligne. Si. Je suis Il n'y a plus d'excuses. Expert en WordPress, par exemple, création de sites web sur WordPress. Je peux t'apprendre de A à Z. Et ça, je l'ai appris en ligne. Donc, c'est cette problématique-là de l'entreprise sénégalaise avec un boss et l'employé qui n'a jamais marché. Et partout où je passais, moi, en fait, mon idéologie, c'était quoi? C'était l'entreprise doit évoluer. S'il évolue, mon salaire évolue. Okay. Je ne regarde pas le top manager qui est devant moi. Je regarde comment on doit faire pour que nous tous, on s'y mette pour pouvoir évoluer. Okay. Et souvent, c'est le problème, c'est que tu viens avec des idées, tu es en bas, on essaie de te court-circuiter ou bien on essaie de se dire, ouais, nous, on a notre propre. Okay. Et la personne peut-être qui est derrière peut avoir une visibilité que celui qui est devant le président ne peut pas avoir. Je suis d'accord. Loolu yàlla moo ko def. Je suis d'accord. Donc, parfois, nous, on fait pas mal de recherches et on est passionné par ce que nous faisons. Donc, du coup, à chaque fois, c'était des problèmes. Tu faisais des propositions, on essayait de t'écarter jusqu'à ce qu'un jour, on décide carrément de nous mettre dans cette histoire de War Consulting. Parce que c'est une histoire qui a été très, très, très compliquée. Okay. De 2009 jusqu'à 2023, c'est qu'en 2017 que j'ai commencé à voir les fruits de notre travail, de mon travail personnel. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat ici au Sénégal, on pense que c'est comme, excuse-moi, l'entrepreneuriat rapide, je sais pas quoi là. L'entrepreneur n'est jamais rapide. Peut-être que ça doit être un slogan. On peut entreprendre de manière vraiment très rapide en vendant qu'on m'excuse, du gerte caaf ou etc., etc. Mais tu vas gagner 100 francs, 200, etc. Mais en entrepreneuriat, comment dirais-je, les charges sont lourdes, plus tu gagnes. Plus les risques, par exemple, sont élevés, plus tu as tendance à gagner. Parce que si on prend toutes ces personnes, références, je vais prendre les personnes qui sont au Sénégal. Par exemple, on prend un Youssou N'Dour ou bien un Babacar Ngom ou n'importe quelle autre personnalité. Ils ont investi beaucoup d'argent sur certains projets en allant à risque, quoi. Et c'est ça voilà. En fait, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat, quoi. Effectivement. On investit sur nous avant tout, quoi. Effectivement. Maintenant, arrivé en 2019. On a galéré, par exemple, de 2009 jusqu'à 2017. C'est de là que j'ai commencé à avoir des 300 000, des 400 000, etc. J'ai commencé à comprendre un peu le résultat de tout ce qui a été fait. Ok. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un processus. C'est un processus. En fait, il faudra forcément atteindre le pic du bas pour pouvoir prendre de l'envol. Ouais. C'est comme un avion qui survole des montagnes. Si tu viens au niveau de la montagne, ou je sais pas quoi, France, c'est compliqué là. tu montes, tu descends, et tu prends ton envol pour pouvoir être stable. C'est pas une ligne droite. Voilà. Après, c'est une ligne zigzag. Effectivement, les gens te disent, ouais, il faut entreprendre, ouais, on te donne 200 000, 300 000, 400 000. Moi, je peux même pas dire combien j'ai mis dans ces entreprises-là. Et bon, après, avec la persévérance, avec une méthodologie, avec un calendrier, avec un comportement dont mon cher ami Mano Arthur parle tout le temps. Une éducation financière. Ne pas mélanger sa poche et la poche de l'entreprise. Prendre des risques. Moi, j'ai tout entendu. Que ça soit dans la famille, partout. Mes amis, tout. Ouais, tu es là, tu mets ton argent. Je te donne l'exemple de Burna Boy. Ok. Je te donne l'exemple de Burna Boy, qui est typiquement un exemple vraiment atypique, quoi. Il a mis tout son argent avant d'être... Aujourd'hui, il fait partie des numéro 1 dans le monde, je trouve. Burna Boy a beaucoup investi jusqu'à un jour, ils avaient plus rien. Sa maman lui a dit, pourquoi tu continues à mettre... Sa maman, c'est son manager. Oui, c'est son manager. Oui. Il dit, pourquoi tu continues à mettre ton argent sur quelque chose qui ne marche pas? On n'a même pas de quoi manger. Il dit, maman, ça va venir. Et le jour où il a sorti le son,
le son là. Le jour où il l'a sorti, moi, il y a le que ce que je fais, si tu es persévérant, Dieu est toujours avec toi. Et il a dit dans le Coran, quand c'est difficile, souris, parce que ça va venir. Le bonheur suit. Le bonheur quand c'est doux, mais tu dois avoir peur, quoi. Ouais. Je suis parfaitement d'accord. Et moi, j'aime bien quand les choses sont difficiles. Je suis très content quand c'est difficile. Et en ce moment-là, l'exemple de Burna Boy, j'y reviens, il sort le son là, Yeah. Kanye West change son nom en Y.E. Yeah. Yeah. Tous les Américains entrent pour taper digital, recherche, Yeah, le nouveau nom de Kanye West. Ça, je savais pas. Ouais. Le nouveau nom de Kanye West. Juste pour dire qu'il faut être persévérant. Et il tombait sur la chanson de Burna Boy. Yeah. Quelle coïncidence. Mais Burna Boy, c'était pas pour moi, quoi. En tant qu'amoureux de la musique, Burna Boy, avant, il n'était pas aussi extraordinaire que ça. Okay. Après, toutes ces recherches, tous les Américains, imagine-toi, une population de plus de 350 millions. Bon, on va prendre la moitié, 150 millions de personnes qui font des recherches et qui tombent sur cette chanson-là. D'accord. Et c'est ça le déclic de la réussite de Burna Boy. Oui. Si je comprends bien, pour résumer, c'est que d'abord, vous avez parlé d'un aspect, vous avez parlé de beaucoup de choses là, mais je vais résumer. D'abord, la créativité. Je pense que pour confirmer ce que vous dites, il y a même une recherche scientifique qui dit que les personnes créatives ont du mal à durer dans les entreprises. C'est des gens qui changent chaque 3 ans d'entreprise parce que elles sont extraverties, elles aiment prendre des risques et elles n'aiment pas être micromanagées, quoi. Donc, à chaque fois qu'ils se retrouvent dans une entreprise où ils se sentent pas chez eux, ils quittent, ils cherchent ailleurs. Et ça confirme ce que vous dites, en fait. Parce que moi, par contre, je suis passé dans beaucoup d'entreprises, mais c'est la même chose. À chaque fois il y avait un couac entre moi et mon manager parce que je voulais pas qu'on me micromanage. Moi, je suis quelqu'un qui est axé sur les résultats. Donnez-moi vos KPI, vos indicateurs. Fixez-moi des objectifs et donnez-moi une deadline. Et je peux vous garantir que je vais les atteindre. Ne demandez pas si je viens à 8h ou pas. Parce que même si je viens à 9h, je vais descendre à 20h, 21h, 19h. Je suis très responsable et discipliné, quoi. C'est ça. C'est l'objectif, la finalité qui compte. Je vais l'atteindre. Et c'est pour ça que je suis très chanceux maintenant de travailler dans une multinationale où on ne me micromanage pas. J'ai mes responsabilités et j'avance, quoi. Ça, c'est la première chose dont vous avez dit, ce qui est super important. La deuxième chose, c'est la persévérance. Que, en fait, l'effort, que la réussite est au bout de l'effort. Effectivement. Que d'habitude, au Sénégal, les gens se focalisent sur le résultat, l'étape à l'œil. Ma pâte a acheté un nouveau véhicule sans pour autant, prêter attention au fait que ça fait 10 ans qu'il monte sa boîte, ça fait 10 ans qu'il fasse des nuits blanches et que là, il est en train de collecter les fruits de son travail. Que chaque chose prend du temps. Bon, juste sur ce côté-là, que quelqu'un me cite quelqu'un qui a réussi, hein, je parle bien d'une belle réussite. Je parle pas de tu pars à gauche, on te donne des millions et qui, voilà, quoi. Ceux qui ont réussi, les hommes d'affaires sénégalais. Qu'on me cite quelqu'un qui n'a pas duré dans le milieu. Je suis d'accord. Tu prends, je reviens à Babacar Ngom, qui a dit qu'il a passé 15 ans sans courant avec sa femme, etc., dans une seule pièce. Tout ça, on a oublié Mbaye EMG. Bara Mboup, de Serigne Mboup, aujourd'hui Youssou Ndour, qu'on parle aujourd'hui, Bougane des je sais pas quoi là, des médias. Si tu prends tous les entrepreneurs du Sénégal, ils ont un vécu. Donc l'entrepreneuriat, c'est un vécu, une passion, la persévérance et la patience. Surtout la patience. Mais malgré tout ce que vous venez de dire là, les jeunes continuent toujours de croire au phénomène de devenir riche rapidement. Déjà. Mais les jeunes là, il faut qu'ils essaient de regarder tes podcasts. Peut-être que ça va venir dans le temps. C'est ça ma question. Comment on peut changer la mentalité des jeunes? Je ne sais pas si vous avez regardé la série Netflix Devenir riche rapidement. Moi, je regarde que ce genre de trucs. Money Explained. Vous avez regardé? Tu sais, moi, même quand je regarde quelque chose, je ne regarde pas quelque chose qui ne m'apprend pas quelque chose. C'est ça. En fait, c'est une série qui détaille le phénomène des arnaques. Et comment l'être humain est susceptible d'être arnaqué, quoi. Parce qu'on tombe toujours dans les mêmes pièges.
et que l'histoire se répète et que notre cupidité, notre sensibilité émotionnelle fait que nous achetions des produits imaginaires. Non, ça, c'est des habitudes, c'est de mauvaises habitudes. Hein. Après, ici au Sénégal, sincèrement, c'est pas la faute à la jeunesse. Moi, c'est ce que je me dis, quoi. Ouais. C'est pas la faute à la jeunesse. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu ne peux pas lui en vouloir. Si tu as un enfant qui sait que il s'approche ou elle s'approche du feu, au fait, c'est l'image de la beauté, au fait, du feu qui le rend, au fait, un peu, qui rend, au fait, la chose un peu spéciale. Mais le jour où il va toucher, il va plus jamais s'approcher de ça. Pourquoi? Mais j'ai une question. Est-ce que tu dois laisser l'enfant toucher pour apprendre ou est-ce que tu dois le prévenir avant qu'il touche? Juste pour répondre à ta question. Ouais. Pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une stratégie pour pouvoir, c'est-à-dire c'est pas un seul point. Il y a une partie d'éducation. À l'école, au primaire, on nous apprend quoi? D'accord, à part les mathématiques, la guerre mondiale, la seconde, je suis d'accord qu'on doit maîtriser la géopolitique mondiale. Mais ce qu'on nous apprend, mais je donne l'exemple de Cheikh Ibra Fall, c'était le plus grand entrepreneur au Sénégal. Mon fils Dakon Ndiaye, pour ceux qui ne c'était le plus grand entrepreneur au Sénégal. On ne l'apprend pas à l'école. C'est-à-dire donner des personnes qui sont vraiment concrètes. La manière dont on donne l'information, la manière dont on éduque. Parce que quand tu parles de changer de mentalité, c'est le fait de changer ce qui a été inclus dans ton cerveau. C'est-à-dire, c'est cette éducation-là. À l'école, il faudrait qu'on essaie de revoir le problème. Je pense que le débat est en train d'être posé ces derniers jours avec les organisations qui s'occupent de l'éducation. Si tu vas au collège, on t'apprend, je sais pas, Lénine ou je sais pas quoi là, ces gens de personnes-là. Mais quand tu vas dans d'autres pays, en France, on leur apprend ces personnalités qui viennent de la France. Si tu vas aux États-Unis, on t'apprend le roi de l'affaire, Nil, je sais pas quoi. On t'apprend, on te donne les exemples, Dale Carnegie, etc., etc. Si tu vas en Chine, on te donne, c'est-à-dire, il faut qu'on ait. Mais ça, c'est le rôle de la famille, plus que le rôle du ministère de l'Éducation. En fait, l'éducation, ça commence à... Je connais un podcast, moi, je peux t'interrompre quand je veux. Il y a deux parties. Il y a deux parties. La famille éduque. Pour moi, l'éducation de la famille doit être éthique, quoi. Spirituelle, religieuse. Éthique. Après, quand tu vas à l'école, une personne, par exemple, passe une demi-journée à l'école. Par exemple, si tu analyses l'histoire de la civilisation africaine, par exemple, au Sénégal, la raison pour laquelle l'islam continue d'exister au Sénégal, parce qu'à chaque fois, avant qu'on envoyait nos enfants à l'école, on avait l'école coranique. Donc, tu te réveilles tôt, l'imam va t'apprendre les principes de l'islam, les principes éthiques et moraux. On t'avait, en fait, on t'ancrait une certaine culture spirituelle d'abord. Ensuite, on te dit, va à l'école, écoute le blanc, mais n'assimile pas tout. Parce que déjà, il y avait cette base-là. Il y avait la famille qui éduquait spirituellement. Et c'était cette spiritualité qui nous permettait de nous ancrer et de faire la différence entre le mauvais et le mal, quoi. Ça, c'est une partie, hein. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je te donne l'exemple des chrétiens. On les prenne comme aujourd'hui les écoles chrétiennes sont les écoles exemplaires. Les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que sur le plan de l'éducation à la maison, c'est souvent spirituel. C'est ça. Comme tu dis. Mais l'autre partie, c'est-à-dire si on te prépare, la maison te prépare. C'est comme quand le matin, la maman te prépare tes bagages, etc., un bon habit, te donne bien à manger. En fait, t'accompagne pour aller vers la connaissance, vers la quête de la connaissance. Et c'est cet accompagnement que souvent on n'a pas. Je suis parfaitement d'accord. Mais pour moi, cet accompagnement-là, c'est que peut-être 10 à 20, voire même 30%. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est à l'école. Parce que moi, j'ai des amis, quand ils venaient à l'école, même à peine ils puaient. Non, sincèrement, quoi. Aujourd'hui, la personne là, dont je parle, il est à la NASA. Donc, on peut dire qu'il n'a pas une très bonne préparation à la maison. Il ne dormait même pas assez. Et quand on sortait pendant la récréation, il y avait que notre groupe là de bandits, entre guillemets, de l'école,
qui le donnait à manger. Les autres le fuyaient. Et c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que, en fait, parfois, pour moi, en fait, c'est l'éducation que tu vas aller chercher. C'est-à-dire que la culture de comment faire une recherche, comment s'éduquer. La culture de comment s'éduquer. Aujourd'hui, par exemple. Mais l'école ne t'apprend pas ça, tout ça. C'est ça le problème. Ici, Mais est-ce que c'est à l'école de t'apprendre tout ça? Mais je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de la vie et l'école formelle. À quoi sert l'école formelle? Pour moi, je parle, ça c'est mon point de vue. Je pense que l'école formelle t'apprend comment réfléchir. Maintenant, du genre, comment réfléchir, les principes, les outils, les fondamentaux, quoi. Après, c'est à toi d'approfondir les connaissances. Moi, je vois la vie comme un thé. Tu vois un peu. Un thé, en haut, on a des connaissances généralistes. Genre, l'école t'apprend des connaissances généralistes, les fondamentaux. Maintenant, c'est à toi, en tant qu'une personne curieuse, de continuer de chercher en profondeur et de spécialiser dans. Mais cette curiosité-là, il faut la susciter. Je suis d'accord. Par exemple, il faut la susciter. Je comprendrai jamais, par exemple, la fin d'une année scolaire et que tu vois les étudiants ou les élèves crier de joie parce que c'est la fin de l'année scolaire. Parce que c'est là l'éducation, en fait, la société qui est comme ça. Une société, comment dire, il y a des paradigmes. Parce que je vois ça comme l'échec des enseignants. Parce que normalement, c'est à l'enseignant de rendre le sujet tellement intéressant. Tu reviens à ce que j'ai dit, c'est l'éducation. C'est ça, de rendre le sujet tellement intéressant que l'enfant, même après l'école, il aura cette envie. On nous distrait. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je sors de l'éducation, on nous distrait. Aujourd'hui, tout ce qui marche sur Internet, mais aujourd'hui, par exemple, si tu vas dans ton blog, mais il n'y a pas beaucoup qui regardent. Alors que toutes les personnes qui sont passées là-bas peuvent t'apprendre pas mal de choses. Ouais. Si tu prends le cadre de Netflix, par exemple, mais il y a pas mal de documentaires qui t'apprennent beaucoup de choses. Mais comment on peut changer ça? Par exemple, toi, quand j'analyse ton parcours, tu as beaucoup galéré, comme tu as dit. Tu as fait beaucoup de choses. Donc, si tu regardes la nouvelle génération, surtout la génération Z, c'est une génération active, impatiente. Quel conseil donnerais-tu à cette génération, d'après ton expérience, ton vécu? Bon, le conseil que je donnerais, qui va être compliqué, ils vont se dire que oui, il parle. Bon, de toute façon, moi, il y en a qui m'écoutent, il y en a qui viennent, qu'on essaie de... J'ai accompagné pas mal de personnes. J'ai accompagné plus de 50 d'entrepreneurs qui sont devenus une fierté. Je suis d'accord. Maintenant, il faut cultiver cette culture entrepreneuriale. Comment? En mettant en place c'est une stratégie à long terme. C'est comme l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'entrepreneuriat qui dit que oui, c'est-à-dire aujourd'hui, même nos ministères ne sont pas là pour réfléchir. Ils sont là pour exécuter. Non, sérieusement, ils sont là pour exécuter le plan du président. Tous nos ministres, en tout cas pour la plupart du temps. Alors qu'une personne, si tu le mets dans un poste de responsabilité, c'est pour avoir sa connaissance en la matière. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, toi, ce dont tu as des points forts, si on te nomme à ces postes-là, c'est pour que tu puisses apporter des solutions. Inputs, ouais. Mais aujourd'hui, on prend un vétérinaire qu'on amène à l'agriculture. Impossible. Mais il va vétériner les vaches et les autres, mais c'est très naturel. En fait, c'est un problème social, un problème politique. Mais comment, d'après toi, comment c'est stratégique? En fait, il faut mettre des plans, comme quand il y avait les problèmes d'inondation, ils ont mis un plan décennal, un plan sur 10 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, mais regarde la recrudescence des séries télévisées, qui parlent de quoi? Comment Takal Matas là, c'est-à-dire divorce, je te marie. Ces histoires c'est pareil. Moi, je ne regarde même pas de séries. J'ai pas ce temps-là. C'est-à-dire, il faut c'est compliqué. Je suis d'accord que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais simplifions les choses. Comment le faire? Ouais. En fait, comment le faire? C'est, pour moi, il faut une stratégie dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, si tu venais vers moi, que tu me dises, oui, aujourd'hui, je veux changer de mentalité. Je vais te donner des inputs. Je te dirais, comme quoi, par exemple, déjà avant de faire quoi que ce soit, il faut faire une étude, parce que moi, je prends tout le monde pour des produits. Non, sincèrement. Je suis d'accord. Donc, je te dis, écoute, assieds-toi, tu t'assieds, je te pose des questions. C'est quoi ton problème?
Après, au fil du temps qu'on discute, je pourrais savoir, à la fin, je te mettrai le diagnostic et je te mettrai une stratégie à suivre pour que tu puisses changer certains de tes comportements, que tu puisses adopter les bons. Par exemple, aujourd'hui, je donne Est-ce que tu as des outils, des livres à recommander, des trucs? Oh, ça là, il faut aller à la libre, de façon. C'est choisir entre regarder ce podcast et aller regarder Pod et Marichou, par exemple. Quel choix il faut faire? Mais ce choix-là est facile pour les personnes conscientes, ce choix-là. Pour une personne consciente. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout conscients. Si tu restes dans le noir, là, si tu restes dans le noir, tu tapes à ta poche ou bien tu regardes ton environnement, là, tu sais que toi, tu te mens. Mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, moi, rien n'est simple dans la vie. Moi, je suis d'accord. Par exemple, cette estime de soi, cette conscience de soi que nous avons tous les deux, qui font qu'en fait nous arrivions à prendre des décisions facilement, à faire la différence. C'est pas facile Mais non, mais je veux dire, c'est quelque chose. Non, c'est le podcast. Je suis d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est inné. Tu vois un peu, c'est quelque chose qu'on développe au fil du temps, quoi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui manquent en fait au rendez-vous, quoi. C'est ça, qui manquent en fait cette Après, pourquoi ils manquent à ça? C'est parce que de toute façon, moi, je le renvoie tout le temps à l'éducation. Parce que ce que tu apprends là, c'est ça que tu vas sortir. Il faut parfois qu'on essaie d'avoir les bonnes habitudes. Il y a des zones positives dans la vie. Tous ces fils de milliardaires là, ils partent au Canada, ils se gavent de connaissances. Ils reviennent, c'est eux qui vont diriger ce pays-là. Après, il y a le fainéantisme aussi. Il y a certaines jeunes qui sont des fainéants. Oui, mon père n'a pas d'argent, ma mère, et on a une vie difficile. Les paresseux. Ouais, les paresseux, quoi. Ouais. Et tout le monde n'est pas. Nous, on n'a pas eu des parents qui étaient friqués. Aujourd'hui, mais on s'assoit auprès de leur papa, des papas de ces riches-là. Pourquoi? Parce qu'on a sué. Le travail d'abord. Effectivement. Pour revenir sur le pétrole. Non, la parenthèse est fermée. On continue là. On a trop duré sur ce point-là. Oui, je suis d'accord. Je suis passionné. En fait, j'ai pris des notes là, mais tout ce que j'ai pris jusqu'à maintenant, on n'en a pas discuté. On revient sur le pétrole. On continue. Maintenant, votre site Or Noir Africa, c'est un site que j'apprécie beaucoup, qui traite l'actualité du pétrole et du gaz. D'accord. Est-ce que tu peux revenir en fait? J'ai quelques points que j'aimerais vous poser, mais d'abord, le site. Comment c'est né? Comment le site est né? Ensuite, je vais entrer dans le vif du sujet. Par exemple, on va parler du bénéfice des gens pétroliers, le réchauffement climatique, l'exploitation gazière au Sénégal. Certaines questions, vous allez payer, quoi. C'est du consultant, c'est ce qu'on fait. Non, mais t'as pas besoin je te taquine. De toute façon, j'essaie de mettre le bon ambiance. Non, je comprends. Alors, cette plateforme, c'est toujours dans le cadre du sillage. On y va. Du sillage entrepreneurial. En 2018, c'était un mois de Ramadan, comme toujours à la quête d'opportunités dont je suis en permanent. Je suis passé devant la télé. J'étais chez un ami. C'était à Djamnyahou, ils étaient en train de parler du partage des recettes issues des hydrocarbures. Et j'ai entendu parler de 15 000 milliards. Le Sénégal aura 15 000 milliards. Et on a amené tout le monde pour voir comment faire pour partager ces recettes-là. Je passe devant la télé, je me dis, mais 15 000 milliards. En ce moment, le budget du Sénégal était de 3 000 milliards. Je me suis dit, 15 000 milliards, mais c'est beaucoup ça, c'est juste pour tout le monde. Mais comment je vais faire pour avoir un milliard dans ces 15 000 là? Après, les 14 milliards, on n'a qu'à partager ça avec les autres Sénégalais. Mais moi, je veux avoir un milliard. Et de cela, je suis allé faire des recherches, je me suis rendu compte que tous les projets entrepreneuriaux étaient assez lourds pour moi, en tout cas, pour moi, personnellement. Dans le domaine du pétrole et du gaz. Dans le domaine du pétrole et du gaz, c'était assez lourd. Peut-être, en ce moment-là, peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, c'était quelque chose de vraiment lourd chez moi. Donc, après, je suis d'accord aussi, les projets pétroliers, ça demande beaucoup d'argent. Après, je suis parti faire des recherches sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un podcast, même chose, radio, aux États-Unis, qui parlait que de pétrole et de gaz. Donc, j'ai fait un peu la corrélation, la connexion. Je me suis dit, écoute, moi, je sais faire des sites web. J'ai déjà fait un projet dans la musique avec Saint-Lyrics, etc. Donc, pourquoi pas ne pas créer une plateforme? En ce moment-là aussi, au Sénégal, depuis 2014,
En 2014 et 2016, on a fait des découvertes et personne n'avait de la connaissance là-dessus. Donc, en mettant en place cette plateforme, je pourrais informer les gens tout en, et au moment d'informer, moi, je vais apprendre, comme ce que tu m'as dit tantôt. Avant de donner l'information, je vais le traiter, regarder, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je dois montrer ou pas. Et en le faisant, j'apprenais. C'est learning by doing, quoi. Effectivement. C'est comme ça que j'ai fait en 2018. Et avec la passion dans ce secteur qui est extrêmement passionnant, et pas une fois, avec beaucoup de technicité quand même. Donc c'est comme ça qu'est née la plateforme. Donc c'était, bon, elle est née en 2018. Super. 2018, avec un objectif d'1 an. Et en 3 mois, le COS Petrogaz, l'organe qui conseille le président, nous a contactés. Et c'est de là qu'on s'est dit, écoute, là, en fait, on a réussi, quoi. Si tu as un objectif d'1 an, et qu'en 3 mois, on te contacte pour te parler de certains argent là, qu'on n'imaginait même pas. Je me suis dit, écoute, mon gars, il faut être passionné dans ce secteur-là. Donc, c'est comme ça que c'est né. Après, bon, naturellement, c'est un secteur B2B. On a commencé à rencontrer pas mal de personnels qu'on n'aurait jamais dû rencontrer dans nulle autre part, sincèrement. Je suis d'accord. Sincèrement. Mais comment vous voyez l'état du secteur pétrolier et gazier au Sénégal avec la découverte du gaz, les contrats signés? Quelle est votre appréhension? La question, elle est quand même très large. Comment je le vois? Waouh! C'est des faisceaux qui font comme ça, quoi. Je le vois sur plusieurs ans. Ok. Alors, il faut comprendre que au Sénégal, on parle de pétrole, mais on a plus de gaz que de pétrole. C'est ça. Je suis d'accord. Déjà, après, on a un problème d'information. Ce qui commence par l'État. L'État ne met pas certains mécanismes pour pouvoir bien informer. C'est pour ça que les autres se permettent de raconter du tout et du n'importe quoi. On est très mal informés. D'accord. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on a très vite progressé dans notre domaine. Vous avez c'est ça. On a plus de gaz que de pétrole. Ouais. Après, le pétrole et le gaz vont quand même impacter sur l'économie du Sénégal de plusieurs manières. Là, on parle de 700 milliards, c'est petit, etc. Mais derrière, il y a des travaux, il y a des gens qui vont venir, etc., etc. Est-ce que vous pensez que le secteur est bien assaini pour éviter la corruption, la mauvaise gestion de l'argent? Par exemple, on a vu le cas de... J'ai oublié l'entreprise, comment ça s'appelle? Je l'ai noté quelque part, je pense. C'est... Petrotim. Non, c'est Glencore. L'entreprise Glencore, ouais, qui a été amendée à hauteur de 207 millions de dollars parce que elle donnait des pots de vin en Arabe, en Soudan du Sud. Soudan du Sud, ouais. Et j'ai même vu qu'en fait, les mecs, ils envoyaient des jets privés remplis d'argent pour payer des pots de vin, quoi. C'est extraordinaire. Est-ce que le secteur est bien assaini pour éviter ces genres de comportements? En tout cas, pour le Sénégal, déjà, il faut comprendre une chose. On est un nouveau pays dans le secteur. On n'a pas assez d'expérience, même si il y a pas mal de Sénégalais qui ont beaucoup d'expérience dans le secteur du oil and gas, dans le secteur des hydrocarbures qui sont pour la plupart du temps à l'extérieur. Et pour moi, personnellement, ce qui a été fait au Sénégal, c'est bien, quoi. On a mis en place des lois, on est spécialisé même dans des histoires de lois, décrets. Sénégal, on est connu pour ça. Le code pétrolier, tout ça a été bien défini. Après, le problème, c'est que c'est toujours un problème d'information. Par exemple, la loi sur le contenu local nous permet d'avoir des Sénégalais à 50% sur la création de certains services. En fait, on a 3 régimes, le régime mixte, exclusif, non exclusif, qui a bien été assaini. Par exemple, sur le régime exclusif, tout ce qui est travaux de BTP, tout ce qu'on sait faire, et que on doit le faire durant l'exécution du projet. Le développement, la phase de développement doit être gagnée par des Sénégalais à hauteur de 51%. Le partage de la charge, des bénéfices et tout. Effectivement. Bon, le contenu local, c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître parce que c'est ça qui nous permet de vraiment bénéficier de ces secteurs-là. Dans les domaines dans lesquels nous n'avons pas une certaine compétence, est-ce qu'il y a des transferts de technologies qui sont effectués? Bon, c'est prévu parce que quand on parle de certains régimes,
parce qu'on a le régime exclusif qui est exclusivement dédié au Sénégal, le régime mixte qui permet d'avoir des joint ventures. C'est là où, en fait, il y aura un transfert de technologie pour certaines entreprises. Je ne veux pas qu'on fasse la même erreur que le TER, quoi, par exemple, où la maintenance, tout est géré par une entreprise française. Le TER aussi, c'est une histoire de transfert de technologie. Dieu a fait que, par exemple, on a un client, entre guillemets, on maîtrise le projet du TER, par exemple. Non, mais la maintenance n'est pas assurée par des Sénégalais. C'est très normal, encore une fois. Oui, mais je veux dire, il doit y avoir un temps de transfert de compétences. Mais il y a un temps de transfert de 4 ans. Ça, je te le dis. Ah, ça, je savais pas. Il y a un temps de transfert de 4 ans. Ils sont en train de renégocier les contrats. Effectivement, ils refusent de signer. Ils ont déjà signé. Il faut aller sur le site de TCNTR. Ah, ok, ça c'est récent alors. Non, mais le boss est déjà... Tu sais, les informations... Déjà, je suis pas expert dans le domaine. Non, mais c'est pas... Moi, je suis pas expert. Ouais. Moi, je suis pas expert en ferroviaire. Mais je sais comparer ce qui est le vrai du faux, le fact-checking. Parce qu'on est dans le digital. Ok. Donc aujourd'hui, par exemple, tu me diras pas que oui, le TER ne marche pas et que moi je te crois sur parole, quoi. Je vais aller faire mes investigations. Mais le gars de SNCF, il est venu au Sénégal. Mais ça c'est récent. Bon, c'est récent ou pas. C'est récent ou pas. Parce qu'à la dernière nouvelle, il y a une semaine, quand je suivais les actualités, ils refusaient de signer. Je te donne peut-être l'exclusivité ou tout ce qu'on peut l'appeler. Moi, d'après les informations que j'avais, en fait, le Sénégal a très bien négocié. Ils voulaient nous mettre la main pour pouvoir gagner plus. On leur a dit, écoutez, nous, on ne peut pas vous faire venir, vous donner du travail et que vous nous exigiez ce qu'on doit faire. Soit vous le faites, soit il y a d'autres entreprises qui ont soumis. Après, l'avantage, c'est que la personne qui te vend ce micro-là, avec son expertise, etc., essaie de voir comment faire pour négocier à ta faveur, pour pouvoir récupérer sa technologie et puis aller voir le moins cher. Non, en fait, moi, je crois au secret professionnel, pour juste clarifier que, par exemple, les Chinois, c'est ça leur point fort. La raison pour laquelle les Chinois continuent d'être un pays en avance dans le domaine de la technologie, parce qu'ils arrivent à protéger en fait leurs découvertes. Donc là, je suis d'accord. Mais je veux dire, quand vous signez des contrats, je suis avec l'idée de bien négocier les clauses, de faire sorte qu'en fait il y a un contenu local, comme tu as bien expliqué, mais en même temps que les richesses, les bénéfices qui sont générés soient partagés en égalité, et que derrière la main d'œuvre en charge de la maintenance, du fonctionnement de la technologie en question puisse être bien formée et bien autonome. Parce que j'étais dans des entreprises où à chaque fois qu'on avait un problème technique, on était censé en fait faire appel à un ingénieur allemand qui prenait un avion pour business class. Tout ça. Il venait, on le mettait dans le plus grand hôtel du Sénégal, 5 étoiles, pendant 7 jours, pour qu'il puisse réparer un problème qu'on pouvait faire nous-mêmes, quoi. Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec cette idée-là. Personne n'est d'accord avec ça. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, dans le cadre du secteur du pétrole, du gaz, en fait, quand on signe des contrats, il y a ce qu'on appelle un processus de suivi des obligations que nous ne faisons pas souvent derrière. Et souvent, ce sont les sociétés civiles ou bien les médias qui le font à la place de l'État. Donc, si on arrive à mettre en place ce genre de processus, on pourra savoir ce qui se passe dans ces secteurs-là. Mais avant de savoir ça, il faut comprendre quelles sont les opportunités qui nous sont destinées. Mais dans le secteur du pétrole et des hydrocarbures en général, mais il y a pas mal d'opportunités. Mais ça veut dire qu'il y a un cercle de personnalités qui sont au courant de ça. Et pour pas mal de personnes, ils préfèrent rester là à critiquer qu'aller vers l'information. Nous, par exemple, on a accompagné pas mal d'entrepreneurs. Notre plus gros client sur le secteur qu'on a accompagné, qu'il puisse se positionner, créer une entreprise, a un budget de 52 milliards. Donc, le deuxième a un budget de plus de 2 à 5 milliards. Donc, c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit, avec lesquelles on a accompagné nos petites ou bien micro-entreprises qui prend son chemin. Donc, c'est que, bon, avoir l'information aujourd'hui, ça te permet de cerner certaines opportunités. Mais il suffit pas de dire que, oui, on nous a tel ou tel ou tel. Après, quand on parle du Sénégal, s'il va bénéficier ou pas, moi, je pense que jusqu'à le décomptage, d'après mes recherches,
J'ai pas vu encore ça. Le décomptage, comment... Bon, j'ai vu que le ministère, ou je sais pas, on a fait appel à un consultant pour pouvoir suivre la production sur le site. Donc, forcément, peut-être que ça va se faire. Il y a des logiciels qui permettent d'avoir une visibilité sur ce qui se fait. Parce qu'il ne faut pas, comme tu dis, ce qui est arrivé dans d'autres pays dont je ne veux pas citer le nom, qui puisent les hydrocarbures, qui les amènent à destination, qui vérifient après te disent que oui, on a produit tel. Ça, c'est extrêmement grave et ça continue à se faire en Afrique. Donc, juste pour dire que le Sénégal a de bons cadres, mais n'a pas tout verrouillé pour qu'on puisse pleinement en bénéficier. Je suis d'accord. Donc, bon. On ne peut pas parler du pétrole et du gaz sans aborder le sujet de la guerre Ukraine-Russie. Donc, nous avons vu au cours de l'année 2022 l'augmentation du prix du baril et comment cette augmentation aussi a joué un rôle sur les bénéfices des géants pétroliers qui ont fait plus de 200 milliards au cumul, quoi. Et aussi, sachant que Russie fait partie du plus grand producteur gazier au monde et que ça impacte un petit peu, surtout en ce moment aussi, l'Europe, que ce soit leurs besoins énergétiques, leurs besoins de réchauffement, ainsi de suite. Non, je suis pas expert. Tu me poses pas de questions, toi, tu contribues. Non, mais je veux dire, d'après vous, là, comment cette guerre va terminer? Et est-ce que l'Afrique va continuer de souffrir dans une guerre où elle n'a aucune affaire, en fait, à s'y immiscer, quoi? Non, parce qu'on est simplement dépendant. Le président Macky Sall est parti juste là-bas pour du blé. Ça, c'est extrêmement grave. Ça me fait mal aussi. C'est extrêmement grave pour du blé. Moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, j'ai demandé à un ami qui est un spécialiste, très bon spécialiste dans le secteur agricole. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il est possible de cultiver du blé ici? Il me dit, mais bien sûr. Par exemple, si tu vas à l'ISRA, ils ont tel. Je dis, mais attends, pourquoi on va jusque là-bas? L'exportation. Ça, c'est un gros problème pour les pays en développement, bien les moins avancés, ou bien les pays pauvres comme nous. Je suis d'accord. Mais là, si tu vas en Casamance, moi, quand je pars dans le sud, là, et c'est là-bas que je veux passer les restants de ma vie, mais là-bas, tu es à l'aise. Tu vois, en fait, le sol, comment il a été béni par Dieu, quoi. Comme on dit, tout ce que tu sèmes là-bas, ça se développe, mais d'une manière extraordinaire. C'est le grenier, comme on dit. Donc, il y a pas mal de choses qu'on exporte, qu'on pouvait faire ici. Je suis d'accord. Mais si tu vas dans leur bureau, là, tout leur mobilier, là, sont exportés. Alors qu'on a des artisans qui sont là, qui font de belles choses. La peinture est exportée, tout est exporté. Si tu prends par exemple dans le cadre du pétrole, si tu prends les FID, par exemple celui de BP, je pense qu'il est à plus de 10 milliards de dollars, à peu près 6 000 milliards. Et pourquoi ces investissements sont lourds? Parce que tout ce qui a été fait dans le développement de la plateforme pour la production a été fait hors du Sénégal. C'est normal. À des devises de milliards de dollars. Donc les coûts, ce qu'on appelle le cost oil, les coûts pétroliers sont tellement élevés que nous, ce dont on aurait pu bénéficier, on ne peut pas en bénéficier. C'est-à-dire que, juste pour dire que je ne biaise pas le débat, mais en fait, il y a certains paramètres qu'on pouvait prendre en compte pour pouvoir avoir beaucoup plus que ça, ce qu'on devait avoir. Donc, juste pour revenir sur cette guerre ukrainienne, bon, je pense que tu as fait un peu le tour en posant ta question. Qu'est-ce qu'on peut faire au Sénégal pour ne pas aller tendre la main ailleurs? La Côte d'Ivoire, qui produit son cacao, qui le vend aux étrangers, qui le transforme, qui reviennent, en fait, ils font des milliardaires avec leurs produits. C'est la même chose avec le bauxite en Guinée. On a un problème de transformation. Du calcaire au Sénégal. De tout. Le fer. Si tu vas, je te donne un autre exemple. J'ai un autre client dans le War Conseil. En fait, lorsque je suis parti sur le site de Sabodala pour faire une étude de suivi sur le plan social, pour mettre en place une stratégie, mais si tu vas, les entreprises qui produisent l'or là, ils ont leur piste d'atterrissage. Ils produisent,
Ils mettent ça dans le... ouais, ils ont le propre piste d'atterrissage. Waaw. Ça, je savais pas. Ki leen neex moo fay wàcc. Ki leen neex moo fay dem. Et ils ont l'autorisation d'avoir cette piste-là. Va sur le map, tu vas le voir. Ils produisent l'or, ça part. Après, j'ai demandé à un homme, mais comment en fait l'État peut voir? Ils ont dit, on est foutu, hein. Ils ont une chambre de je sais pas quoi, une chambre qui permet de mesurer à chaque fois qu'ils mettent la quantité d'or. L'or, il va mesurer ou peser, je sais pas quoi là. Mais c'est pas vérifié. Même pour atteindre un peu leur zone là, c'est très compliqué. C'est super sécurisé. Moi, j'attendais, je pense, parce que Sabodala, il fait excessivement chaud. C'est pas un climat où tu peux te balader, quoi. Il fait excessivement chaud. Je dis excessivement chaud. Premièrement. Deuxièmement, il y a absolument rien du tout. Tu ne peux pas marcher la nuit, en fait, comme ça, quoi. Tu vas rien voir. Moi, je me suis sacrifié la nuit pour aller voir. Mais c'est un truc que tu vois dans les films, les mines, les zones minières. Avec de gros camions, avec la taille de l'immeuble, là. Les gros. Donc, mais Sabodala, comment son modèle économique marche? Du genre, ils extraient l'or et ensuite ils les revendent sur le marché noir des clients? Non, ils extraient l'or, ils l'amènent là-bas, ils le raffinent pour le revendre à nos bijoutiers qui en souffrent. Parce que les bijoutiers aillent jusqu'à Dubaï ou tel pays pour acheter l'or là-bas. Donc nous, on a notre propre or. Le Mali, par exemple, qui en a beaucoup, a investi sur une usine qui va transformer l'or sur place. Après, au lieu que ça coûte, je sais pas moi, le kilo, exemple, je dis n'importe quoi, je connais pas le prix, au lieu que ça coûte 100 000, mais l'or va coûter peut-être 50 000. Qui va gagner? C'est les autres 50 000 là qu'on achetait pour chaque kilo. On peut l'investir sur l'embellissement de la boutique, sur notre communication pour être beaucoup plus productif. La raison pour laquelle je posais la question de la guerre ukrainienne aussi, c'est par rapport au gaz. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a plus de gaz que de pétrole au Sénégal. Le fameux gaz. Oui. Donc, je pense que dans un avenir proche, que les Européens soient obligés de venir... Et ils ont déjà commencé. Selon le cas du Niger. Tu peux développer sur ça, sur le gaz naturel liquéfié et autres. Ouais. L'Allemagne est intéressée. Parce que là-bas, c'est des pays où il fait très froid. Déjà, nous, on souffre. Apparemment, c'est pas du froid, ce qu'on a ici. C'est du 15 degrés. Je vois que les gens même disent que des fois sur les statuts, je vois, oui, aujourd'hui, on a un beau temps à moins de 2 degrés. L'Allemagne est intéressée, ok. Donc, l'Allemagne est intéressée. Le ministre, une personne, j'oublie son nom, c'est pas le chancelier, la personne qui gère ça est venue vous en parler avec le président Macky Sall pour qu'on puisse voir comment... Mais eux, ils ont redémarré les centrales à charbon pour pouvoir... C'est très normal. Pouvoir répondre à la demande énergétique. Ouais, la Russie donnait presque plus de 30%. 40%. Ouais, 40%. Après, tu es bien informé. Non, c'est pas grave. Après, ils donnaient plus de 40%. Merci pour l'information. Mais là, si la Russie coupe ces 40%, mais la population va mourir de froid. Ils sont obligés, parce que c'est des pays où, en fait, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de politique politicien. L'Algérie a signé des conventions avec l'Espagne. Le Nigeria va mettre en place... Qu'est-ce qu'on attend pour signer des conventions avec l'Allemagne, par exemple? On a déjà signé des conventions. Il faut comprendre que le gaz, en fait, on ne peut pas le produire tant qu'on n'a pas de clients. Donc, la base sur la production de gaz, il faut déjà, avant la production, il faut trouver un client. Parce que le gaz, tu ne peux pas le trimballer ici, là, comme de l'eau. On ne peut pas le transporter. Si bien qu'on va le liquéfier, amener, etc. Bon, c'est processus-là. Le BP, en fait, c'est lui le vendeur du gaz. Il a déjà trouvé des clients. Okay. Donc, une partie va être utilisée pour les besoins électriques, avec les centrales que West African Energy, avec les Samuel Sarr, Khadimba ont mis en place. Ces gens-là sont en train d'entreprendre dans ce secteur-là, à travers le gaz, les projets de gaz to power. Il y a une centrale qui va être construite à Saint-Louis par Ndar Energy avec Exim Bank, un financement. Donc, il y aura tous les centrales à fuite de la Sénélec vont être transformées en centrales à gaz. Et maintenant, l'électricité va
va drastiquement baisser. En même temps, le gaz, Voilà. ça émet moins de gaz d'effet de serre comparé à CO2, quoi. Effectivement. Comparé aussi aux énergies fossiles, que ce soit quoi. le pétrole et le gaz. C'est pour ça que BP, au fait, ne va plus toucher au pétrole. Il va essayer de voir les énergies renouvelables, les hydrogènes verts, etc., etc. Non, tout à l'heure, on en parlait. Moi, je suis contre l'idée du réchauffement climatique où on vous dit stopper l'énergie fossile. Non, Comme nous tous, hein. Moi, tu sais pourquoi ils nous demandent de stopper? Ils ont déjà tout produit. Je suis d'accord. Et nous, on a un développement à atteindre. On a un développement à amorcer. Donc, je préfère qu'on nous laisse, en fait, mélanger, faire un mix énergétique du pétrole, du gaz, de l'éolien, du solaire, le temps d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir, en fait, aller vers ces énergies. Ils vont nous laisser vertes, par force parce que c'est eux qui gèrent c'est les majors, les juniors sont des étrangers. Imaginez si on arrêtait, ne serait-ce d'utiliser le charbon, mais il y a des millions d'Africains qui vont, en fait, mourir de faim. Ça, c'est un faux débat. De chaleur aussi. Tu sais, comme tu l'as dit, 4%. Combien il reste? 97%. Mais nous, on ne fait rien. Comme tu disais, l'Afrique émet 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi on doit payer le plus grand prix, quoi? Des autres pays industrialisés. Laissez-nous développer notre énergie fossile en plus des énergies renouvelables. De toute façon, le débat est en train... quand le moment viendra, on pourra switcher comme vous, là. Le débat est en train d'être posé et d'être défendu par la Chambre africaine de l'énergie. À travers le dirigeant qui s'appelle... J'ai vu même sur ton site un article qui disait que l'Afrique prône pour plus d'énergie fossile. Mais bien sûr. Durant la COP 21 effectivement, 22, parce que nous aussi, comme tu l'as si bien compris, il faut qu'on produise ça. Pour pouvoir mettre en place, nourrir, chauffer investir nos besoins énergétiques, aussi investir dans les secteurs primaires et tertiaires à travers l'agriculture, la santé, etc., etc. On a besoin de nous développer comme eux. Non, parce que les Européens, c'est ça mon problème avec les Européens, ils ont oublié que c'est grâce au pétrole qu'ils se sont industrialisés. Effectivement. Donc pourquoi là, ils sont arrivés à un niveau d'aisance économique, financière, parce qu'ils ont atteint le pic de production. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, ils veulent oublier leur histoire, quoi. On peut pas oublier l'histoire, en fait. Nous aussi, on a besoin de se développer, quoi. C'est un débat qui est très bien, en train d'être très bien défendu par nos chefs de l'État. À travers l'association des pays producteurs. Je peux te parler toute la nuit, là. Mais voilà, le pétrole. Faut qu'on boucle, là. Le pétrole, comme je te disais, l'entrepreneuriat, c'est la passion. Juste pour te dire, comme je t'ai dit, quand on est spécialiste sur quelque chose, on peut rester là à parler pour pendant 3 jours. C'est ça. Moi, je suis un passionné dans ce secteur. Malgré que je n'ai pas fait beaucoup. Je te donne juste une anecdote. J'ai parlé avec un client, je peux l'appeler comme ça, quelqu'un avec qui je travaille pour avoir des informations dans le secteur. Lorsqu'on a commencé notre travail, je lui ai posé quelques questions. Je pense que c'était au Terroui. Donc, il m'a posé, après je lui ai posé quelques questions, après il m'a demandé certaines informations. J'étais tellement en train de lui expliquer. Il m'a dit, waouh, toi tu as eu beaucoup d'expérience. Combien de temps tu as fait dans le secteur? En ce moment-là, c'était en 2020. Je lui ai dit 2 ans. Tu sais ce qu'il m'a répondu? You motherfucking liar. C'était la première fois qu'on se voyait. Tellement il était étonné de tout ce que je pouvais lui servir. Et tout ça là, je l'ai pris où? Sur Internet. Ouais. Je suis d'accord. YouTube et Google sont les meilleures écoles du monde. C'est pas ni WhatsApp ni TikTok. Même TikTok, YouTube, même si tu rentres, tu peux suivre par exemple des personnes comme toi, des tips, etc., etc. Mais dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Quelle influence? Rapidement, Ça, c'est compliqué. Rapidement, on y va. Quelle influence? En tout cas, moi, quand on parle d'influence, c'est que j'essaie de partager, en tout cas, tout ce que j'ai dû apprendre dans ma vie. Que ça soit spirituel, sur le plan professionnel. Okay. Donc, j'aimerais influencer peut-être toute cette jeunesse-là à travers mon parcours, à travers les méthodologies de travail, etc., etc. Pour en résumer, quoi. Une cause noble. Les gars, merci mon gars. Comment les gens pourront vous contacter?
Alors, bon, sur LinkedIn. On va mettre les références dans les show notes comme d'hab. LinkedIn, je suis disponible sur LinkedIn, sur le site, au fait, de ornoirafrica.com, qui est une plateforme d'information et de communication dans le secteur des hydrocarbures en Afrique. Et nous sommes numéro 1. Ah oui, ça je confirme, moi. Voilà. En tant que personne qui est dans le secteur. Donc, sur ce site, il y a tous au niveau de l'onglet contact, vous avez tous les numéros, le mail. Bon, mais moi, je suis très réactif et disponible. Bon, je peux pas donner mon numéro. Non, pas sinon, ça. On va mettre dans les show notes le site ornoirafrica.com, sa page LinkedIn. Et je vous conseille fortement, en fait, de jeter un œil sur le site si vous êtes intéressé par les découvertes pétrolières et gazières, les bilans financiers des géants pétroliers, ainsi de suite. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris et c'est l'un de mes sites honnêtement préférés dans le domaine. Je travaille aussi dans le domaine. Donc, je parle en connaissance de cause. N'hésitez pas de lui envoyer des messages sur LinkedIn pour discuter avec lui. C'est toujours un honneur. Mon gars, c'est fut un honneur. J'ai beaucoup appris. Ah bon, c'est partagé. Hein. Moi, je te remercie et je t'encourage pour ça. Et désolé du temps parce que non, je comprends. Je comprends. Non, je comprends. En tout cas, c'est fut un honneur. C'est partagé. C'est partagé. Les gars, à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.